Boa noite. Ele defende a ideia de que o mercado financeiro deve ser desarmado e diz que os governos precisam se fortalecer, rejeitando a tese de que o mercado pode tudo, resolver os problemas do mundo, inclusive, para o bem de todos e a felicidade geral das nações. No centro do Roda Viva, esta noite, o professor francês Bernard Cassen. Cientista político de 61 anos, Bernard Cassen é professor do Instituto de Estudos Europeus da Universidade de Paris 8 e é jornalista também. É ainda secretário-geral da Maison da América Latina em Paris e presidente da ATAC, a Associação por uma Taxa sobre as Transações Financeiras para Apoio aos Cidadãos. A associação foi criada no ano passado na França e está ampliando seu campo de ação, tentando restringir os efeitos maléficos da ciranda financeira mundial, que já abalou a economia de muitos países e agora coloca o Brasil no olho do furacão. A ATAC lutava inicialmente para que o mundo comprasse a ideia do Prêmio Nobel de Economia, James Tobin, que há 28 anos propôs a criação de um pequeno imposto sobre as transações especulativas. Isso permitiria que os governos recuperassem a autonomia em matéria de política econômica, escapando das garras do capital sem pátria. A arrecadação proveniente desse imposto iria para um fundo destinado a combater a pobreza no mundo. Para entrevistar o jornalista Bernard Cassen, nós convidamos o jornalista Lourival Santana, repórter especial do jornal Estado de São Paulo, o historiador Luiz Felipe de Alencastro, professor da Unicamp e pesquisador e diretor científico do SEBRAP, Centro Brasileiro de Pesquisas, o professor Vanderlei das Neves Cardoso, presidente da Associação de Agricultura Orgânica, o consultor de desenvolvimento rural Pedro de Camargo Neto, presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Pecuária, Francisco Whittaker, secretário executivo da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, o jornalista Luiz Veis, articulista do jornal Estado de São Paulo, o jornalista Fábio Altman, repórter especial da revista Época, e o jornalista Antônio Martins, da Associação ATAC no Brasil. Boa noite, professor. A sensação que eu tive lendo os seus artigos no Le Monde Diplomatique é de que tudo que eu escutei nos últimos tempos sobre economia mundial, sobre a situação financeira do planeta, sobre negociações entre países, está errado. Que está tudo errado. É isso mesmo? Ben non, j'ai l'impression qu'au contraire, tout est juste. Ce que nous avons annoncé depuis peut-être une quinzaine d'années sur le fonctionnement de l'économie néolibérale, le fonctionnement de la mondialisation financière, c'est malheureusement, d'ailleurs je le dis, révélé exact. Il n'est que de voir ce qui s'est passé en Asie orientale, puis en Russie, puis ce qui se passe actuellement au Brésil. Je crois que le Brésil est une leçon à livre ouvert des ravages de la globalisation financière. Vous êtes d'ailleurs mieux placé que moi pour le constater. Donc je ne pense pas que nous ayons eu tort. Nous avons malheureusement, d'ailleurs je le dis, eu raison. J'aurais préféré que nous ayons tort. Os defensores do sistema atual, dessa liberdade total de mercado, da globalização, dizem que não, que o que está errado é que os países não seguiram a receita e que justamente por não terem feito isso é que o mundo está do jeito que está. Como é que o senhor defende aí o seu ponto de vista em relação a esse argumento? Mais je crois, d'abord, je connais de moins en moins de défenseurs de l'ordre néolibéral actuel. On voit des gens comme M. Sachs ou M. Krugman, qui sont des économistes américains, parfois même Milton Friedman, qui est qu'on ne peut pas suspecter d'être sur les mêmes positions que nous, dire eux-mêmes que ça ne marche pas, de faire des critiques féroces du Fonds monétaire international. Je pense qu'il y a plus grand monde aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en aura dans cette salle, il n'y a plus grand monde qui défend le système actuel. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il ne marche pas. Là où il y a des discussions, c'est qu'est-ce qu'il faut mettre à la place. Mais je crois que le constat est unanime que nous allons à la catastrophe. Et je vous citerai quelqu'un qui est fort bien connu au Brésil, c'est M. Soros lui-même. M. Soros, dont vous avez hérité d'un de ses collaborateurs. Eh bien, M. Soros, dans son dernier livre, La crise du capitalisme, dit que le capitalisme va droit dans le mur. Alguns bilhões de dólares depois, certamente. Bien sûr, mais c'est un schizophrène, Soros. D'un côté, il vole de l'argent sur une énorme échelle en tant que spéculateur, et de l'autre, il donne de l'argent en tant que philanthrope. Mais son analyse est quand même correcte. Monsieur Cassen, s'il vous plaît, por favor. Desde que a crise financeira mundial se instalou, a questão de 20 meses, talvez se esteja assistindo à substituição do que se costumava chamar de fundamentalismo de mercado por uma outra forma de extremismo mental, que seria uma defesa de uma espécie de medievalização da economia. Como se a globalização não fosse o desfecho lógico e inevitável do capitalismo. Como é que o senhor se situa diante dessa polêmica?
D'abord, je vous dirais que vous parlez d'économie, il ne s'agit pas d'économie. Il ne faut pas réduire, d'une part, la société à l'économie, et il ne faut pas réduire l'économie à la finance, et encore moins réduire la finance à la finance virtuelle. Donc, actuellement, nous ne sommes pas dans le domaine de l'économie. La finance est complètement déconnectée de l'économie. Elle a divorcé. La finance a divorcé du réel. Elle vit dans une sphère autonome. Et c'est cette sphère autonome qui est en train de provoquer les crises que nous connaissons, que vous connaissez plus particulièrement. Mas, perdão, a esfera autônoma do capital financeiro é conhecida, mas quando se fala em globalização, muitas vezes se esquece que existe uma mundialização, como diz o Jorge na França, da produção também. Quer dizer, o Airbus que é montado em Toulouse, ele não é feito em Toulouse. Ele é feito um peu partout, ele é feito um pedacinho na Espanha, um pedacinho na Alemanha, etc. A contabilidade da British Airways é feita na Índia, graças à internet. Esse mecanismo não tem a ver com não só a finança, estamos falando da produção. O senhor acha que isto pode ser desmontado no combate, digamos, à globalização estritamente financeira? Posons-nous, si vous voulez, les questions un peu autrement. Posons-nous les questions d'un point de vue démocratique. Nous avons la chance de vivre dans des pays où il y a des élections. Comment pouvons-nous exprimer notre volonté démocratique? Nous élisons des députés, des sénateurs, qui eux-mêmes élisent des responsables, ou bien nous élisons un président. Plus la production, plus la finance, disons, est mondialisée, plus les intrants d'un côté et les débouchés sont extérieurs au périmètre démocratique dans lequel nous vivons, plus le droit de vote perd son intérêt. Vous pouvez voter pour qui vous voulez, à droite ou à gauche, ça ne change rien, puisqu'en dernière instance, ce sont les marchés qui gouvernent. Alors, que la production par les firmes globales soit elle-même globalisée, que vous ayez des morceaux de moteurs d'Airbus qui se soient fabriqués ici et là, pourquoi pas? L'important, c'est de voir comment les électeurs, les citoyens peuvent recouvrer la maîtrise sur leur propre sort. Et cette maîtrise passe nécessairement, à mon avis, et de l'avis de beaucoup, par un retour de l'État, une régulation publique. Alors qu'aujourd'hui, toutes les transactions qui ont fait l'objet de la crise en Asie, ce sont des transactions entre acteurs privés et non pas entre acteurs publics, ce qui nous différencie de la crise, d'ailleurs, du début des années 80. Mas quais seriam as condições políticas necessárias para que isso aconteça? Para que o eleitor retome controle, como diz o senhor? Quer dizer, a democracia, a forma tradicional da democracia representativa, tal como a conhecemos, seria insuficiente? Ou seria, o senhor diz, tanto faz votar em A, B ou C? C'est vrai qu'aujourd'hui, elle est insuffisante, puisqu'en dernière instance, ce sont les hommes politiques, les dirigeants politiques, qui ont construit la mondialisation, notamment la mondialisation financière. Cette dernière n'est pas tombée du ciel. Elle résulte de décisions politiques prises par Reagan, par Thatcher au Royaume-Uni, par l'Union européenne, en tant que telle, qui ont complètement déréglementé, libéralisé totalement les marchés financiers. Donc, ce qu'ils ont été capables de faire pour créer la mondialisation financière, eh bien, ce sont aussi des décisions politiques qui devraient permettre, non pas de revenir à l'échelon national, qui serait absurde, mais au moins de contrôler les pires excès de cette mondialisation financière. Il faut donc un retour du politique, et en particulier du politique au niveau national, et dans votre cas comme dans le nôtre, au niveau régional. Nous dans l'Union européenne, vous dans le Mercosur. C'est à cette échelle-là que l'on peut retrouver des méthodes de régulation politique qui pourraient prévenir les ravages que nous constatons actuellement, et pour lesquels d'ailleurs on ne trouve plus aucun défenseur de cet ordre, pratiquement plus. Alors certains disent, effectivement, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de libéralisation que les choses vont mal. C'est-à-dire, le malade pourrait ainsi mourir guéri à force de le piquer. Non, je crois que c'est pas sérieux. Il y a plus. Aujourd'hui, on ne peut pas nier que ce mode de régulation qui s'est imposé à la suite de la chute de l'Union soviétique, qui est le seul système existant, soit un système qui soit aussi dangereux que le communisme réel tel qu'il existait en União Soviética e dans les pays satélites. Professor, gostaria de fazer uma pergunta mais relacionada ao Brasil. O senhor, no início da entrevista, falou do George Soros e do Paul Krugman. Há cerca de um mês atrás, na revista Slate, na internet, o Paul Krugman acusou o George Soros de ter se aproveitado de informações privilegiadas do atual presidente do Banco Central brasileiro, Armínio Fraga.
Enfim, rapidamente houve uma grande polêmica, o Paul Krugman pediu desculpas públicas, em seguida o Armínio Fraga foi aprovado na sabatina que o Senado lhe fez e aparentemente tudo correto, tudo tranquilo. Enfim, gostaria de saber do senhor, o que o senhor acha do Brasil ter hoje um presidente do Banco Central que há pouco tempo atrás era o grande, talvez o principal nome de um mega investidor como o Jorge Soros. É isso a globalização? C'est un aspect de la globalisation, c'est le mélange des genres entre le public et le privé, c'est-à-dire c'est le privé qui occupe l'espace public. Je pense, vu de l'extérieur, je n'ai pas à me prononcer sur le bien fondé de la nomination de M. Fraga par le président. Mais du point de l'extérieur, ça paraît comme absolument caricatural. On a là un exemple, je dirais, oui, c'est une caricature de nommer un salarié de Soros comme président de la Banque centrale. Alors, je pense que les arguments vont être de dire, mais en tant que spéculateur, il connaît toutes les combines, tous les tours des spéculateurs, donc il va être capable, depuis la direction de la Banque centrale, de les déjouer. Mais je pense quand même que dans la direction de la Banque centrale d'un grand pays, il y a une dimension éthique qui doit être présente. Et cette dimension éthique ne peut pas être présente avec un spéculateur aussi notoire que les Soros ou que le sont ses employés. Voilà ce qu'on peut dire, mais peut-être que monsieur Fraga se révélera être un bon président de la Banque centrale. Mais ça fait mauvais effet, c'est évident. Professor, o senhor está no centro do nosso palco, mas na roda viva da globalização, hoje está o Brasil. O real não para de cair, a inflação voltou, o desemprego é o maior da história e o governo não toma uma única atitude sem consultar o FMI. Por que os mercados financeiros destroem as economias? E como se contrapor a esse processo? Bien, vous décrivez un processus brésilien qui est effectivement extrêmement négatif, mais je veux quand même vous dire qu'il y a des choses qui vont très bien au Brésil. Vous n'avez pas l'air d'être au courant. Je lisais hier dans la Gaceta Mercantil de São Paulo, voilà l'article, un article qui expliquait que jamais les banques n'ont gagné autant d'argent au Brésil que pendant le mois de janvier dernier, c'est-à-dire le mois de la dévaluation. Ainsi, pour n'en citer qu'une, la banque Morgan, en un mois, a gagné 8 fois plus d'argent que l'année précédente. Et il en va de même pour la Chase Manhattan et quelques autres, la Citibank, qui est également une grande banque d'affaires américaine. Donc là, vous avez aussi un exemple caricatural de ce que c'est que la globalisation financière. Vous décrivez une situation de chômage, de récession, et moi je vous cite des chiffres, là, officiels bien entendu, qui montrent que certains ont bénéficié, mais de manière massive, de cette crise financière. Et donc, vous voyez, il y a quand même des optimistes au Brésil. Il faut pas croire que tout va mal. Em países como a França, há também temor de que a globalização financeira provoque esses problemas sociais? Eh bien, la mondialisation financière, elle s'exerce partout. Les mouvements de capitaux erratiques que nous connaissons, vous savez que si vous additionnez le total des sommes qui sont gérées par les fonds de pension, les compagnies d'assurance, les banques internationales, les fonds spéculatifs du type de Soros, les hedge funds, etc., on arrive à la somme gigantesque de 21 000 milliards de dollars. 21 000 milliards de dollars, ce qui représente à peu près 3 500 dollars par tête d'habitant de la planète. Bon, ces fonds eh bien, vont et viennent non pas du tout, comme le disent les économistes libéraux ou le FMI, qui disent que ces fonds vont là où on en a besoin. On sait très bien qu'ils vont pas du tout là, ils vont là où ils peuvent espérer les rendements les plus élevés, notamment dans les pays émergents en raison des taux d'intérêt astronomiques qui y règnent. Bien, ces sommes, supposons que les fonds de pension modifient de 1% la répartition de leur portefeuille. 1% de la somme que j'ai décrite, ça veut dire 3/4 de la capitalisation boursière de toute l'Amérique latine. Donc il y a un pouvoir gigantesque qui est accordé à 200 ou 300 ou 400 gestionnaires de fonds qui peuvent démolir complètement une économie ou une autre. Alors, certains pays sont beaucoup plus vulnérables. Il est clair qu'un pays comme le Brésil est infiniment plus vulnérable que la France, qui appartient à un ensemble beaucoup plus structuré. Mais on voit les effets pernicieux
de la présence des fonds de pension dans les entreprises françaises. Les fonds de pension, dans certaines entreprises, reprennent 30-40% du capital. Qu'est-ce que veulent les fonds de pension? Ils veulent un rendement extrêmement élevé, de l'ordre, la norme aujourd'hui c'est 15%. 15%. Or, 15%, c'est impossible si l'on garde à l'esprit l'avenir d'une entreprise. Supposons qu'il y ait 3% de croissance, 3% d'inflation et mettons 2% d'augmentation de la productivité. Ça nous fait 8%. Donc pour obtenir des rendements de 15%, il faut sacrifier le personnel, licencier massivement, et les licenciements massifs font partie, je dirais, du mode de gestion tout à fait normal des entreprises. Ensuite, sacrifier les dépenses de recherche et de développement, c'est-à-dire sacrifier le long terme et sacrifier la formation. Voilà, c'est ce qu'on appelle en anglais corporate governance, le gouvernement des actionnaires. Les actionnaires veulent des rendements tout de suite. En fait, le capital financier n'a aucun sens de l'avenir. Il vit dans le moment présent. Et le maximum de visibilité qu'il a, c'est le trimestre. Ce sont les rapports trimestriels. Donc c'est cette logique qui est en œuvre partout, mais elle est aussi en œuvre en France. Et la France, pas plus que l'Europe, ne seront épargnées par les répercussions du krach qui, tôt ou tard, viendra sans doute d'abord aux États-Unis. A repercussão da crise asiática tem feito com que, segundo as últimas informações disponíveis, houve uma reportagem de capa muito recente da revista Business Week sobre The Atlantic Century, o século Atlântico seria o século XXI, que mostra que, com medo da instabilidade inerente a esses mercados chamados emergentes, os grandes movimentos de capitais agora se dão ao longo do Atlântico Norte. Ou seja, então, não é que continuarão, haverá um problema de credit crunch do lado de cá. Ou seja, nós, ruim com eles, ruim sem eles. O senhor me compreende? Quer dizer, os números mostram uma tendência brutal de investimentos nos Estados Unidos, na Europa do euro, e da Europa no euro nos Estados Unidos, nas fusões de empresas, nas aplicações. Quer dizer, os mercados emergentes ficam, nas duas hipóteses, em má situação. C'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste à ce que les économistes appellent la fuite vers la qualité, flight to quality. Les capitalistes, les investisseurs qui ont été échaudés en Asie orientale, échaudés, entendons-nous, parce que les plans de sauvetage du FMI, ce sont des plans dignes de l'Union soviétique, c'est-à-dire que le FMI vise à garantir, à sauver non pas les pays, mais les créanciers. Et ceci d'ailleurs a été dénoncé par la droite républicaine aux États-Unis, qui critique très sévèrement le FMI pour avoir en quelque sorte, avec ce qu'ils appellent le moral hazard, en quelque sorte garanti l'impunité financière aux entreprises, aux banques qui prêtaient de manière inconsidérée, notamment en Asie. Et c'est vrai que finalement, ceux qui ont le plus confiance dans l'État, ce ne sont pas les économistes libéraux, ce sont les capitalistes eux-mêmes. Les capitalistes se rendent compte aujourd'hui qu'on est beaucoup plus tranquille avec les obligations d'État qui obtiennent des très bonnes notations dans les entreprises de notation que dans les marchés émergents. Et c'est vrai qu'il y aura un problème dans les pays émergents. D'ailleurs, c'est un vocabulaire qui est absurde parce qu'on ne sait pas très bien de quoi ils émergent et dans quoi ils émergent, mais peu importe. Donc il y a un véritable problème, ce qui veut dire que les pays, disons, les nouveaux pays industrialisés doivent trouver d'autres modes de développement. Parce que les pays émergents dont vous avez parlé en Asie orientale avaient un mode de développement particulièrement absurde, un développement pratiquement tiré par les exportations. On ne peut pas bâtir une économie, l'économie d'un pays, uniquement sur les exportations, surtout quand il s'agit de mono-exportations, textile, habillement, d'électronique, etc. Ce qui a causé la perte de la Malaisie et de la Thaïlande. Il faut revenir vers des modes de développement beaucoup plus auto-centrés, c'est-à-dire moins de commerce, moins d'exportation, moins d'importation, de manière à contrôler l'ensemble du processus. No limite à autarquia. Non, ne tombons pas dans la caricature. Pas d'autarcie. Un contrôle, faire en sorte que le périmètre des flux économiques et financiers se rapproche le plus possible des périmètres démocratiques, d'expression démocratique, qui ne sont
qui ne devraient plus être maintenant nationaux, mais qui devraient être régionaux. Bon, vous êtes dans un ensemble régional, nous sommes dans un ensemble régional qui s'appelle l'Union européenne. C'est à ce niveau-là que des régulations peuvent être opérées. Mais ce n'est pas en laissant des flux erratiques de capitaux se balader sur toute la planète sans aucun contrôle que nous retrouverons une maîtrise de notre avenir. C'est pourquoi il faut, à mon avis, et c'est un avis qui est partagé par de plus en plus d'économistes en Europe, retrouver des formes en matière alimentaire en particulier, ne pas faire confiance au marché, mais faire de plus en plus confiance à la régulation démocratique. Et ça veut dire qu'il ne faut pas chercher à toute force à exporter à 10 000 km des produits alors que vous pouvez peut-être les exporter à 50 km. Ne serait-ce que pour des raisons écologiques. Il y a un gaspillage monstrueux des ressources non renouvelables, des ressources énergétiques non renouvelables dues au transport. Il y a trop de transport, il y a trop de gaspillage de pétrole, il y a trop de commerce international aujourd'hui. Cassandra, os países não são afetados de maneira igual, como você mesmo reconhece, pelo fluxo de capitais. Se a gente pegar de 1997 para cá, Tailândia, Indonésia, Coreia do Sul, o Japão, depois Rússia e Brasil, em cada caso há explicações muito individuais, muito concretas sobre por que esses países foram abalados dessa maneira. Como se chegar a um consenso mundial, porque mesmo no nível dos blocos, um bloco só não vai assumir uma regulação, porque isso o colocaria em desvantagem em relação aos outros blocos, como chegar a um consenso mundial quando há um desnível tão grande de situações em cada país, que seria um consenso inédito, inclusive? Vous avez tout à fait raison. La crise dans chaque pays a des causes en partie locales. Dans le cas de la Russie, c'est un pillage généralisé de la Russie. Disons que le gouvernement Eltsine était un gouvernement carrément du crime organisé. La clique heltsinienne, les gens qui s'appelaient eux-mêmes les oligarques, ont pillé la Russie avec l'aide des fonds de pension américains, européens et japonais, des banques internationales, qui sont leurs complices. C'est une co-responsabilité de la globalisation financière et de la mafia, de la nouvelle mafia russe qui s'est constituée après la chute du communisme. Bon, au Brésil, on n'est pas dans la situation russe, mais à mon avis, on n'est pas non plus très loin. Je pense que ce qui s'est passé, les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, montrent quand même qu'il y a eu des complicités, ce qu'on appelle en français des délits d'initiés, que certains ont eu des informations privilégiées dont ils ont profité, et les fuites massives de capitaux qui ont eu lieu ont été, pour beaucoup d'économistes, presque préméditées avec l'aide du FMI. En gros, le prêt du FMI a été équivaut à peu près aux fuites de capitaux en dollars qui se sont effectuées. Alors, obtenir un consensus, ce n'est pas évident, parce que les intérêts sont divergents. Aujourd'hui, vous avez d'un côté les États-Unis qui exigent toujours plus de libéralisation. Pourquoi? Parce qu'ils sont le principal bénéficiaire, du moins une partie des couches sociales américaines sont les principales bénéficiaires de ces placements. Vous avez l'Europe, l'Union européenne, qui a une position beaucoup plus mitigée et qui voudrait une plus grande régulation. Et vous avez par ailleurs le Japon, qui est dans la même situation. Aujourd'hui, le Japon et l'Europe demandent, mais en vain, que se créent des zones de parité monétaire, de stabilité monétaire entre l'euro, le yen et le dollar. Ceci est refusé catégoriquement par les États-Unis. Ils l'ont dit à plusieurs reprises. Ils ne veulent pas de ces bandes de fluctuations limitées. Donc le vrai problème, il est de savoir si l'Europe et le Japon, et avec eux les pays dits émergents, auront la volonté politique d'imposer un mode de régulation face aux États-Unis. Aujourd'hui, le problème, c'est les États-Unis. E os Estados Unidos cederiam sem uma crise profunda da bolha financeira americana? Aí não dá, né? Alors les États-Unis se caractérisent à la fois par ce que je viens de dire, cette volonté d'imposer leurs lois au monde entier dans ce domaine, mais dans d'autres également, comme on peut le voir en Irak, mais ils se caractérisent aussi par une grande fragilité. Vous tous qui lisez comme moi la presse financière anglo-saxonne, vous n'avez pas pu ne pas noter à quel point les cris d'alarme se multiplient aujourd'hui aux États-Unis. Et je dirais même que le président de la Réserve fédérale lui-même, M. Greenspan, est en train de dire attention, la cotation boursière de certaines sociétés est absurde quand on voit que les sociétés proches d'Internet comme AOL, comme Yahoo, qui est un annuaire de sites, comme Amazon.com, qui est une sorte de librairie virtuelle, ont des capitalisations supérieures à Boeing, à General Motors,
alors que certains ne font aucun bénéfice. Amazon, par exemple, ne fait que des pertes. Et si on voulait justifier la capitalisation boursière d'Amazon, il faudrait que cette société réalise dans les 2 années à venir un bénéfice égal à son chiffre d'affaires, ce qui est absolument délirant. Donc on sait que tant que l'illusion dure, ça marche. Et du jour au lendemain, quelqu'un va dire, mais c'est absurde. C'est comme dans ces dessins animés, vous savez, vous avez le personnage qui court comme ça, et qui marche, et qui arrive au bord d'une falaise, qui continue à courir dans le vide, et puis qui regarde, qui s'aperçoit qu'il y a l'eau dessous, puis il tombe. Mais c'est ce qui va se passer. Alors tout le monde sait qu'il y aura un crâne. Et quand, on ne sait pas. Oui? Eu vou pedir em nome da democracia. Tem muita gente querendo fazer pergunta e o debate acaba sendo... C'est vous qui dirigez le débat, c'est pas moi. Mas o meu objetivo aqui é sempre permitir que as pessoas façam a pergunta e que seja o mais livre possível. Mas eu tenho uma série de pedidos de questões e vou tentar botar ordem. Luiz Felipe, por favor. Bernard, há problema... Quando você falou da questão da Europa, e há problema com o euro agora, quer dizer, o euro foi criado em outras circunstâncias, e houve uma crítica forte de vocês, do mundo diplomático, sua em particular, sobre o fato, por exemplo, de o Delors o presidente Jacques Delors, da Comissão Europeia, ter falado só mais tarde que tinha exigido o nível de emprego como dos parâmetros de criação do euro no Tratado de Maastricht em 91. Ele só foi contar isso mais tarde, que tinha perdido, em vez de ter mobilizado a opinião para isso. O fato é que o euro, num certo sentido, está aí e parece estar dando certo, tanto assim que a semana passada Tony Blair o primeiro-ministro Tony Blair programou a entrada da Inglaterra também no euro. Ora, o euro então pode funcionar agora como um escudo protetor da Europa diante da crise financeira, mas já tem um ponto fraco no escudo, que é exatamente a peseta espanhola, e por causa da crise da América Latina. A Espanha se engajou brutalmente aqui, a Bolsa de Madrid está em queda nas últimas semanas, agora tem crise no Equador, agora que eu digo é ontem, amanhã pode ser na Argentina, e de repente o senhor não acha que o escudo do euro pode levar um primeiro tiro e vai ser em cima da Espanha? Actuellement, il n'y a plus de P7, ça n'existe plus. Non, puisqu'il y a des parités fixes entre les monnaies. Claro. Alors, pour revenir au fond de votre question, vous avez l'air vous dites en gros, nous avons critiqué l'euro et pourtant l'euro joue un rôle plutôt positif. Ben, c'est vrai que c'est une réalité qui n'est pas ni blanche et noire. Il est vrai que les critères qui ont été exigés pour l'accès à l'euro, qui sont des critères exclusivement monétaires, des critères dits de convergence, alors qu'il ne s'agissait pas, à mon avis, de convergence, mais de parallélisme de politique monétaire. Une vraie convergence, c'est quand les situations globales se rapprochent, quand les situations économiques se rapprochent, ce qui n'est pas le cas. Alors, la recherche des critères de convergence, taux d'inflation, taux d'intérêt à long terme, endettement public, etc., a, en France, on peut dire, causé à peu près 1 million de chômeurs de plus, en exigeant des politiques d'austérité. Aujourd'hui, en Europe, il y a une obsession de lutte contre l'inflation. Alors qu'il n'y a plus d'inflation depuis très longtemps. Il y en a peut-être un peu au Brésil, mais il n'y en a plus du tout en Europe. L'inflation moyenne en Europe est de moins de 2%. En France, elle est de 0% actuellement. Alors, il y aura donc un coût très élevé en matière sociale en Europe de la création de l'euro. Je crains aussi beaucoup une crise territoriale, c'est-à-dire que les investissements iront aux régions bien dotées, alors que les régions moins bien dotées, les régions périphériques, qui auraient besoin d'injections importantes d'argent public, ne pourront pas recevoir, puisqu'aujourd'hui, les États ont de moins en moins d'argent. Nous sommes de plus en plus riches, mais l'État a de moins en moins d'argent. Cela dit, malgré les critiques internes que nous continuons à formuler envers l'euro, et en particulier sur le mode de gestion de l'euro qui est géré par une autorité indépendante, la Banque Centrale Européenne, qui n'a qu'une seule mission, la stabilité de la monnaie, alors que la Réserve fédérale américaine a d'autres missions, elle a la mission de la croissance. Mais au niveau international, il est exact que l'euro a créé une stabilité monétaire en Europe. Il a empêché les dévaluations compétitives entre monnaies européennes, comme on avait pu le voir dans les années 92 et les années 93, lorsque notamment la livre est ressortie du système monétaire européen. Et au niveau international, l'euro
peut devenir un élément, un pôle de stabilité, notamment comme monnaie de réserve pour de nombreux pays. Il faut voir. Tout dépendra de l'existence ou pas d'une volonté politique européenne. Pour l'instant, cette volonté politique, à mon avis, n'existe absolument pas. Il n'y a pas de volonté politique commune européenne. Il y a des volontés nationales, il n'y a pas de volonté européenne. Tout dépendra également du fait de savoir si la Banque centrale européenne voudra jouer avec l'euro comme les États-Unis jouent avec le dollar. C'est pas, à mon avis, ça n'existera pas, parce que les dirigeants des banques centrales européennes et de la Banque centrale européenne ont une sorte d'obsession de l'inflation qui est surréaliste aujourd'hui, et qui fait qu'ils ne voudront jamais utiliser l'euro comme une arme de combat commercial. Pour eux, il y a une obsession de l'euro fort, comme il y avait le franc fort, le mark fort. Mais aux États-Unis, l'expression dollar fort ne veut rien dire. Pour les Américains, il y a un dollar, point final. Il est fort ou il est faible selon la conjoncture. Parfois, il faut qu'il soit fort, parfois, il faut qu'il soit faible. Ils n'ont pas de théologie là-dessus. Alors que nous, Européens, nous avons une théologie de la monnaie forte, ce qui nous handicape fortement par rapport aux États-Unis. Alors l'euro, la semaine dernière, a légèrement baissé par rapport au dollar, ce dont je me réjouis très fort. Je voudrais qu'il baisse encore bien davantage. Il est surévalué par rapport au dollar, de toute façon. Professor, para reiniciar aqui o jogo, num dos artigos do senhor que fala sobre nação e nacionalismo, o senhor cita Emmanuel Todd, que fala da ilusão econômica e adiante menciona o seguinte, que a explosão de nações produziu a mundialização, a globalização, né? E não o inverso, né? E na França, como nos Estados Unidos e na Inglaterra, é o antinacionalismo das elites, né, que ou comanda a coisa. E ainda, segundo essa citação de Emmanuel Todd, o retorno de uma consciência coletiva centrada sobre a nação poderia transformar o tigre da mundialização ou da globalização num gato doméstico totalmente aceitável. O senhor acredita nisso? O senhor acha que esse tigre tem como ser domesticado e como é que se domestica um tigre? Oui, là vous avez cité des passages d'un ouvrage d'Emmanuel Todd. Je veux dire, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il dit. Je respecte beaucoup Emmanuel Todd, je l'admire même beaucoup sur beaucoup de sujets, mais là, lorsqu'il pousse, à mon avis, le paradoxe un peu loin, en disant que c'est l'éclatement des nations qui a créé la mondialisation. Je pense que ce serait plutôt exactement l'inverse. Mais c'est vrai, comme il le dit, qu'en Europe, particulièrement en France, ce sera à vous de me dire si c'est le cas en Amérique latine aussi, les élites se sont déjà dénationalisées, elles se sont, je dirais plutôt, déterritorialisées, elles se sont mondialisées, elles vivent dans des places offshore, vous voyez, comme les capitaux se placent dans des places offshore. Elles n'ont plus le sentiment de solidarité avec leur propre peuple. Elles s'identifient d'ailleurs, alors en France, l'identification, c'est à une Europe qui n'existe pas, c'est ce qu'on appelle l'européisme, parce que l'Europe est une juxtaposition de peuples, de langues, de cultures, mais il n'y a pas encore... Que durante muitos séculos brigaram, inclusive, né? Durante muito tempo brigaram entre si. Mais ça, se disputer, ça crée des liens aussi, vous voyez. On ne se dispute pas avec n'importe qui. On aime avoir des ennemis aussi. Hein. Eu queria colocar uma questão, voltando, pegando um pouco esse gancho aí. Quer dizer, na verdade... Mas eu só queria, desculpa, eu queria que ele me explicasse como é que transforma o tigre em gato. Mas exatamente, talvez a minha questão ajude a dar essa resposta. É que, na verdade, a vinda dele para o Brasil, a participação em 5 palestras em vários lugares do Brasil, Rio, Belo Horizonte, Brasília, etc., São Paulo, Porto Alegre, está ligada ao fato dele ser presidente de uma associação chamada ATAC, que exatamente está querendo pegar esse problema, como transformar, não sei se o tigre em gato, mas enfrentar esse problema da ditadura do capital financeiro e as consequências que tem para os povos. Eu queria pegar 2 frases da plataforma da associação que ele preside e perguntar se isso se aplicaria ao Brasil de forma total ou não, e aí então lhe perguntar como na França essa ação está sendo desenvolvida para que a gente veja se tem alguma possibilidade de fazer uma coisa aqui. Parece que lá a ATAC tem tido um sucesso enorme, está, digamos, fazendo muita gente se mobilizar. As 2 frases são as seguintes: é preciso superar, veja se isso é França ou é Brasil, me pergunto, né? Superar o duplo desafio da implosão social e da desesperança política, que exigem, portanto, um despertar cívico militante. E no final da plataforma,
A associação ATAC, ela quer o quê? Entre outras coisas, reconquistar os espaços perdidos pela democracia em benefício da esfera financeira. E trata-se simplesmente de nos reapropriarmos juntos do futuro do nosso mundo. Quer dizer, na verdade, eu acho que esse que é o desafio que está sendo enfrentado. E eu me pergunto se essas frases não se aplicam absolutamente do jeito que elas estão para a realidade brasileira. Então, eu lhe pergunto, na França, essa associação, ela tem tido receptividade com essa proposta que vem aqui? Por quê? Existe, por acaso, uma desesperança, uma implosão social, uma falta de militância? Isso está criando espaços de militância? Dissesse alguma coisa a respeito. Oui, je vais répondre à votre question avec celle de Paolo, parce qu'effectivement, elles sont extrêmement liées. Contrairement donc à Emmanuel Todd, je pense que c'est la mondialisation qui détruit le sentiment national. Alors nous, en France, nous n'utilisons pas le mot nationalisme, qui a une connotation péjorative. Un nationaliste, c'est quelqu'un qui pense que son pays a raison dans tous les cas. Alors qu'un patriote républicain, c'est comme ça que je me définirais, considère qu'il y a des valeurs au-dessus de la nation. C'est les valeurs priment sur la nation. Alors, aujourd'hui, les seuls périmètres d'expression démocratique, ce sont les nations. Il n'y a pas d'autre périmètre. À part, alors, il y a des ONG internationales qui jouent un rôle très important, mais enfin, qui n'ont pas la légitimité du suffrage universel. Donc, c'est au niveau des nations et au niveau des ensembles régionaux composés de nations que la régulation politique peut s'effectuer. Et je dirais qu'elle doit s'effectuer, parce que comme vous l'avez dit dans la plateforme de l'association ATAC, que constatons-nous? Nous constatons en France, et je pense que le diagnostic vaut aussi pour le Brésil, c'est que l'implosion sociale, c'est évident. En France, vous avez, et en Europe, d'une manière générale, de plus en plus de richesses globales, et simultanément, de plus en plus de pauvreté, de plus en plus de précarité. C'est-à-dire que le système néolibéral produit simultanément de la richesse, en gros, et toujours plus de pauvreté, toujours plus de précarité, toujours plus de violence. La violence, la délinquance, c'est ça le vrai baromètre de la mondialisation financière. Plus vous aurez de mondialisation, plus vous aurez de violence. Et on voit en France s'instaurer des formes de violence qui n'existaient pas il y a encore 3 ou 4 ans. Il y a des endroits de France où la police ne peut plus aller, des lieux de non-droit, comme on dit en français. Et ce désespoir social, il vient de quoi? Il vient de l'impuissance des citoyens. Ils se rendent compte que quoi qu'ils fassent ou quoi qu'ils disent, ça ne sert à rien. Les dirigeants politiques eux-mêmes disent « nous n'avons pas le pouvoir, ce sont les marchés qui l'ont ». Donc par conséquent, aider les élus à retrouver, à exercer leur pouvoir, donner un espoir aux citoyens, eh bien, ça me semble être une mission civique urgente. Et je pense que cette partie de la plateforme que vous venez de dire explique aussi le succès phénoménal, d'ailleurs à notre grande surprise, hein, je dois le dire très modestement, de l'association en France. C'est une véritable mobilisation qui se perd. Nous avons plus de 1000 adhésions nouvelles chaque mois. Nous en avons plus de 8000, nous en aurons bientôt 10 000. Et nous voyons arriver dans l'association des jeunes en particulier qui n'ont jamais milité dans aucune organisation et qui se disent là, on peut peut-être faire quelque chose. Il ne s'agit pas seulement de dénoncer, de critiquer, ce que nous savons faire, nous sommes des journalistes, des analystes, il s'agit aussi d'agir positivement. Et je pense que c'est une façon de redonner des espoirs. Professor, eu gostaria que o senhor falasse mais concretamente. Uma das propostas da Associação ATAC é a taxação de transações financeiras. Queria que o senhor explicasse para a gente concretamente como funcionaria essa taxação de transações financeiras e o dinheiro daí acumulado, para onde iria e de que forma ele seria, vamos dizer ironicamente, aplicado. Completando a pergunta, a experiência mais próxima que nós temos de uma gestão de um dinheiro assim é o Banco Mundial, que tem sido extremamente criticado em seus projetos no mundo inteiro, problemas sociais, ambientais causados por projetos do Banco Mundial. Quem geriria todo esse dinheiro que, pelos cálculos de vocês, for 0,05% do fluxo total de capitais, daria 100 bilhões de dólares por ano? Só querendo acrescentar ainda mais uma coisa, no Brasil, nós temos uma experiência um pouco preocupante de um imposto sobre transações financeiras, que tinha um nome, não é imposto pelo nome, seria provisório e já não é mais provisório, e seria dedicado à saúde e ao que tudo indica. E tem o IOF também. Exatamente. São então, dois. Tudo isso acho que reforça o sentido de entender como é que funcionaria o projeto. Bon. Alors, d'une manière générale, on peut dire que dans le monde entier, les revenus financiers
sont ou pas taxés du tout, ou beaucoup moins taxés que les revenus du travail. En d'autres termes, qu'il vaut mieux être riche et vivre de sa rente que de travailler pour avoir le même revenu. Mais malheureusement, tout le monde ne peut pas faire ça. Alors, il y a donc déjà un point de vue moral, éthique. Pourquoi est-ce que les revenus financiers, qui sont des revenus, ne seraient pas taxés de la même façon que les revenus de ceux qui travaillent? Ensuite, on voit, pour d'autres raisons, les méfaits, les désastres, les ravages causés par la mondialisation financière, par la circulation erratique des capitaux. Donc l'idée, en particulier celle de James Tobin, le prix Nobel d'économie, était de mettre, comme il l'avait dit Keynes, le grand économiste britannique, de mettre un peu un grain de sable dans les rouages de la spéculation. Pour lui, il s'agissait d'une taxe sur un aspect seulement des transactions financières, parce que les transactions financières, ça porte sur les actions, sur les obligations, sur les produits dérivés, sur les matières premières, et ça porte aussi sur la spéculation, sur les monnaies, sur les devises. La taxe proposée par Tobin ne porte que sur cet aspect-là, et pas sur les autres. Alors, voyons cet aspect. Chaque jour s'échangent sur les marchés des devises à peu près 1800 milliards de dollars. 1800 milliards de dollars, je dis bien. Ce sont des estimations. Or, le commerce, les échanges de biens et de services de l'économie réelle, le commerce international, disons, représente en tout et pour tout, selon les chiffres de l'Organisation mondiale du commerce, 6 000 milliards de dollars. 6 000 milliards, donc, pour l'année entière. Et je vous ai dit, c'est la spéculation sur les devises, c'est 1800 milliards chaque jour. C'est-à-dire que, mettons, ça fait 3 jours de spéculation. Donc sur 300 jours, il y en a 3 qui sont consacrés à l'économie réelle et 300 et quelques qui sont consacrés à la spéculation effrénée sur les devises, dont M. Soros, toujours lui, on le retrouve partout, lui, en Russie, au Brésil, dans la spéculation, est un des grands artisans. Eh bien, pour empêcher cela, Tobin proposait que l'on taxe chaque transaction, chaque changement d'une monnaie dans une autre, à un niveau très faible, qui peut être de 0,01 ou 0,02, voire 0,1, peu importe. Si vous ne faites ça que si vous changez mettons vos 10 milliards de dollars, vous êtes un fonds de pension, vous avez 10 milliards, vous changez vos dollars en dollars australiens, par exemple. Bien. Vous gagnez, vous faites ça pour gagner. Vous payez 0,1%, c'est pas grave. Si vous faites ça 20 fois par jour, parce que les transactions financières, elles durent parfois 5 minutes, 10 minutes, c'est en permanence, et 24 heures sur 24 que ça marche. À ce moment-là, ça commence à compter. Et vous pouvez vous poser la question, est-ce que je vais gagner plus que ce que je vais perdre par la taxe? Donc, pour Tobin, cela visait à réduire le nombre de transactions, donc à stabiliser un peu plus le système. Maintenant, nous en sommes à un point où il faut aussi réfléchir à comment pourrait s'instaurer cette taxe et à quoi elle servirait. Alors certains nous disent, mais ça ne, c'est le cas de notre ministre des Finances, M. Strauss-Kahn en France, dit, il s'est prononcé contre la taxe Tobin, alors que le Premier ministre Lionel Jospin, dans sa campagne présidentielle de 1995, s'était prononcé pour la taxe Tobin. Strauss-Kahn dit, voilà, mais ça rapporte pas grand-chose aux banques, finalement, la spéculation sur les monnaies. Et M. Strauss-Kahn se moque du monde, parce que là encore, les chiffres sont parlants. Bon, vous avez les chiffres que j'ai cités tout à l'heure, mais on voit par exemple dans des chiffres publics, rendus publics par les banques, que la Citibank aux États-Unis a gagné en un semestre, en spéculant sur les monnaies uniquement là-dessus, parce qu'elle a beaucoup d'autres activités, 3,5 milliards de francs. Avec combien de personnes? Avec 350 personnes, 350 traders, comme on dit, des courtiers, qui travaillent dans une salle de marché. Dans le même temps, le groupe automobile français PSA, Peugeot Citroën, a gagné 2 milliards de francs. 3,5 d'un côté, 2 de l'autre. 350 personnes d'un côté, 140 000 personnes de l'autre. Alors, ça vous donne une idée du caractère absolument irrationnel de l'économie. Aujourd'hui, on gagne plus d'argent en spéculant sur les monnaies qu'en produisant de l'économie réelle. C'est là que réside ce divorce. Alors maintenant, comment faire? On nous dit ce n'est pas possible techniquement. Bien sûr que si, c'est possible techniquement. Il y a une littérature immense sur la taxe Tobin. Je peux vous envoyer une bibliographie, enfin peut-être même pas complète, mais très abondante là-dessus. Il y a des livres, etc. Le problème n'est pas technique, il est politique. Est-ce que oui ou non, on veut mettre fin à cette spéculation? Et
Et comme les gouvernements sont en général les porte-parole des milieux financiers, et parfois, comme chez vous, ce sont les milieux financiers qui sont... Ils n'ont pas besoin de porte-parole puisqu'ils sont déjà eux-mêmes... Ils se transforment en pouvoir public, mais ça revient pratiquement au même. Eh bien, ils sont contre la taxe. Alors, je pense que maintenant, pédagogiquement, il serait bon de dire à quoi elle pourrait servir et qui la gérerait. C'est certainement pas le Fonds monétaire international ni la Banque mondiale dont, disons, les politiques se sont révélées catastrophiques. Il faudrait sans doute créer une agence mondiale, même si l'argent est levé dans les places boursières occidentales. C'est vrai qu'il n'y a pas de spéculation massive sur les monnaies à Johannesburg ou dans les pays du tiers-monde. C'est principalement en Europe, à Tokyo, à Hong Kong. Sim, mas, professor, não há um paradoxo se essa agência que hipoteticamente pudesse ser criada para gerir esse dinheiro não ia guardá-lo debaixo do colchão. Seguramente eles teriam que, enfim, para fazer esse dinheiro crescer, aplicá-lo. Não há que l'argent serait levé dans les pays où il y a les places boursières importantes, à condition que ces pays déjà aient pris la précaution d'éliminer les paradis fiscaux. Parce qu'évidemment, on peut avoir un déplacement des transactions d'une place boursière vers un paradis fiscal. Je crois qu'au Brésil, vous connaissez très très bien des paradis fiscaux du type Nassau, île Caïman. Eh bien, nous en connaissons pas mal aussi en Europe, le Gibraltar, Liechtenstein, le San Marin, Andorre, les îles Jersey. Il y en a beaucoup en Europe. Donc déjà, des gouvernements dignes de ce nom devraient interdire toute transaction avec les paradis fiscaux qui sont des lieux de recyclage de l'argent de la criminalité organisée, de la drogue, des commissions, du trafic d'armes, etc., etc. Il est d'ailleurs symptomatique que toutes les banques françaises, brésiliennes aient des succursales dans tous ces paradis. On peut même se demander si la criminalité financière n'est pas un lubrifiant nécessaire du système néolibéral. C'est une question qui mérite d'être posée. Mais pour répondre plus complètement à votre question, il faudrait sans doute que se crée une agence internationale qui gérerait l'argent qui aurait été collecté dans les pays riches, parce que c'est là où ça se passe, et qui ensuite pourrait les affecter à des finalités différentes. Mais il ne manque pas de besoin. Si vous lisez le dernier rapport du programme des Nations Unies pour le développement, qui est donc un des organismes subsidiaires des Nations Unies, le rapport du PNUD, le dernier de 1998, il montre beaucoup de choses. C'est une lecture importante et nécessaire. Il montre qu'avec 40 milliards de dollars par an, 40 milliards, on pourrait régler les problèmes de la grande pauvreté dans le tiers-monde, les problèmes sanitaires élémentaires, l'éducation de base et l'accès à l'eau potable qui n'existe pas pour 800 millions d'habitants. Il y a 800 millions de personnes dans le monde qui n'ont pas d'eau potable. 40 milliards de dollars, c'est dérisoire, c'est 3 fois rien. C'est ce que Soros a gagné dans l'année ou dans les 2 ans qui se sont écoulés. Donc cet argent, il faut le prendre là où il est, c'est-à-dire chez les financiers ou chez les gens très riches. Donc la taxe Tobin pourrait servir à ça. Mais pour l'instant, il n'y a pas de réflexion globale. Nous allons à attaque la lancer au niveau national et international pour dire voilà à quoi pourrait servir l'argent et voilà comment on pourrait le gérer. Parce qu'il faut créer une pression aussi à ce niveau, une demande. La taxe Tobin vous intéresse sans doute moins au Brésil parce que vous n'avez pas des places boursières aussi importantes que Francfort ou Londres ou Zurich ou Paris, mais elle peut vous intéresser en tant que bénéficiaire de ces recettes. Doutor Cassem, o senhor colocou bem o divórcio entre o volume dos fluxos financeiros e a economia e o volume de comércio. A TAC tem o mérito de iniciar esse debate, acho que precisa ser enfrentado mesmo esse divórcio. Agora, ainda existem distorções no comércio que não foram equacionadas. Em particular, no comércio agrícola, existe uma distorção muito grande onde os países desenvolvidos conseguem proteger e subsidiar seus agricultores, coisas que os países em desenvolvimento nem se quisessem, conseguiriam. Isso é uma distorção que está aí, que não foi. O que o senhor acha disso? O que o senhor acha? Nós desenvolvemos uma proposta, levamos à comunidade europeia, através da embaixadora em Brasília, de que pelo menos para os pequenos agricultores ou para a agricultura de assentamento, de reforma agrária, a Europa abrisse seus mercados e permitisse que o agricultor do assentamento tivesse acesso ao mercado do consumidor europeu rico, para que isso viabilizasse uma melhor situação no campo brasileiro. Bon, je considère cette proposition absurde, si vous voulez que je vous réponde franchement. Je vais vous dire pourquoi. L'Union européenne a construit une politique agricole commune depuis le début des années 60, qui résultait de la guerre. La guerre a
à créer le besoin d'un minimum d'autosuffisance alimentaire en Europe. La politique agricole commune s'est développée sur des bases protectionnistes, de protection contre les importations, et pour des raisons de maintien ou de revenus décents pour les agriculteurs, de prix accessibles aux consommateurs, etc. Enfin, bon. La politique agricole commune s'est aussi développée sur la base non seulement de la protection vis-à-vis de l'extérieur, mais de la subvention aux exportations vers l'extérieur. Ce qui est scandaleux. Qui est au pire. Ce qui est... autant la protection me paraît tout à fait justifiée, très souhaitable pour l'Union européenne et pour d'autres, autant la subvention aux exportations me paraît absolument scandaleuse. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Nous en sommes à une situation où l'Union européenne est excédentaire, produit plus qu'elle ne consomme. Donc je ne vois pas pourquoi l'Union européenne absorberait des produits agricoles dont elle n'a que faire, puisqu'elle en a déjà trop. Alors, où sont les marchés pour les producteurs dont vous parlez? Pourquoi est-ce qu'il faudrait exporter des produits argentins ou brésiliens en Europe? Alors qu'au Brésil, vous avez des millions, des dizaines de millions de gens qui ne mangent pas à leur faim. Que vous avez en Amérique latine, je vous cite des chiffres de la Banque interaméricaine pour le développement, la BID, qui sont dans son rapport. Il y a 150 millions d'habitants de l'Amérique latine qui souffrent de malnutrition. Les marchés agricoles de l'Amérique latine sont en Amérique latine, ils ne sont pas en Europe. Alors vous allez me dire, mais d'accord, mais como ils sont pas solvables. Eles não têm renda para se alimentar. Agora, uma maneira de adquirir renda seria exportando. Exactement. Seria exportando e tendo acesso ao... Que é uma questão de falta de produção, mas falta de renda. Comment pouvez-vous accepter, je dirais, en tant que Brésilien, l'idée d'exporter des produits alimentaires alors que vous avez des millions de vos compatriotes qui ne mangent pas à leur faim? Ça vous gêne pas, ça? Precisamos importar produtos industriais vous allez importer quoi? Vous allez transformer, comme l'a fait le Mexique, avec les accords avec l'ALENA. Le Mexique a transformé ses cultures d'autosuffisance en cultures d'exportation et pour importer du riz et du... Não, doutor Cassano, é questão de equidade de tratamento. Non, mais discordo do senhor aí. Non, vous êtes en train de placer. Vous êtes en train de placer. Je suis pas en train de défendre l'Union européenne. Je suis en train de, je m'en fiche complètement. Je suis en train de défendre le concept de sécurité alimentaire. Vous n'allez quand même pas placer les intérêts du commerce au-dessus de ceux des paysans, qu'ils soient de votre pays ou de nos pays. Les marchés de vos paysans sont au Brésil. Et si l'Union européenne doit faire quelque chose, c'est pas ça. L'Union européenne... A guerra é financeira hoje. Essa que a gente tem que enfrentar juntos. E o senhor ainda tem uma política desenvolvida no tempo da guerra a outra. Ce que je vous dis, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut supprimer toutes les aides à l'exportation. Je suis complètement d'accord avec vous là-dessus. Que já nos atrapalha muitíssimo. Qui représente une part importante. Já provocaria desenvolvimento no Brasil enorme. Et ça serait une très bonne chose. Et moi, en France, je milite avec certains syndicats agricoles, comme la Confédération paysanne, qui demandent cela, la suppression des aides à l'exportation. Mais ça ne signifie pas pour autant que nous allons importer des produits dont nous avons déjà des excédents. Est-ce que vous vous rendez pas compte que c'est absurde, ça? Ça me paraît évident. Excedentes em função dos subsídios enormes. Il faut, mais sans les, non, mais bien sûr, avec subventions. Mais c'est très bien, mais bien sûr, bien sûr qu'il faut des subventions. Parce que pourquoi allons-nous démolir l'agriculture européenne? Non, mas ninguém quer demolir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ça serait ça. Pourquoi ne voulez-vous pas rechercher les marchés là où ils sont, en Amérique latine, quitte à ce que l'Union européenne aide effectivement, au lieu de donner des subventions à l'exportation, elle ferait mieux de donner des subventions aux agriculteurs ou rendre solvable la demande des gens qui n'ont pas de quoi acheter l'alimentation. C'est ça le vrai problème. Je crois que vous posez le problème très mal. Le problème, c'est l'autosuffisance alimentaire et la sécurité alimentaire des habitants de votre continent. Et vous me parlez d'exportation en Europe alors que les gens crèvent de faim dans votre pays. Je trouve ça absurde. Também. Professor, uma pergunta sobre a imprensa. O senhor participou em 97 de um dos debates mais instigantes do jornalismo internacional moderno. Foi realizado em Londres e reuniu uma bancada de jornalistas do Financial Times, um jornal defensor do neoliberalismo, e uma bancada do Le Monde Diplomatique. Uma das intervenções da vossa bancada foi resumida sob o seguinte título: Contra o jornalismo de mercado, estimular a dissidência. O que é o jornalismo de mercado e o que é a dissidência hoje? Cassem, eu tinha ainda uma pergunta anexa a essa, e o que eu gostaria também que você explicasse para os brasileiros que não sabem
a origem do movimento Ataque lá atrás, na corrente que se formou no Monde Diplomatique, no momento que Claude Julien foi o editor do jornal, e nos anos 70, e como isso evoluiu, se tornou um movimento de opinião e um órgão de intervenção importante. Então, juntando a pergunta, mais essa também, já que você vai falar das origens do movimento Ataque, numa das etapas do movimento, houve digamos, um acidente de percurso do capitalismo mundial, e foi a publicação pelo Le Monde Diplomatique de um artigo que explodiu com o chamado Acordo Multilateral de Investimentos, do qual, aliás, nem muita gente sabe aqui no Brasil do que se trata. Esse acordo exatamente dava ao capital todos os direitos e nenhum dever, e uma vez denunciado em fevereiro do ano passado, se não me engano, mobilizou muitas organizações na Europa, Estados Unidos, e pararam com esse acordo, do qual, aliás, a França acabou se retirando. Então, eu gostaria que na história que fizesse do ataque, a partir dessa questão do jornalismo, a gente vai longe, né? No Brasil, o único artigo sobre o EME que apareceu, que é esse tratado, foi de um sociólogo português que ensina em Coimbra. O único artigo da imprensa que apareceu. Ninguém teve nem notícia disso. Houve aí que está um dado interessante para ver essa questão da imprensa, né? Alors, mais tout ça est lié, je vais m'efforcer d'y répondre. Alors, c'est vrai que depuis quinzaine d'années, depuis même davantage, le Monde Diplomatique, qui d'ailleurs, je vous le rappelle, est publié en France, mais est publié dans 8 autres langues, en Europe, dans le monde arabe, en Amérique latine, au Mexique, en Argentine, etc. Donc, qui est un journal qui nous ne nous considérons pas comme un journal français. Nous nous considérons comme un journal international publié à Paris avec de très nombreuses collaborations d'universitaires, de chercheurs qui ne sont pas français, qui sont américains, brésiliens, espagnols, etc., asiatiques. Donc nous avons développé depuis toujours une critique du néolibéralisme, dont nous avons, comme j'ai dit tout à l'heure au début de notre rencontre, constaté aujourd'hui malheureusement qu'elle était exacte. Nous avons confronté nos thèses, vous l'avez rappelé, lors d'un débat, un mano à mano, comme on dirait pour une corrida, avec 3 journalistes du Financial Times, qui sont vraiment les ténors de l'idéologie néolibérale. Il y avait donc 3 grands éditorialistes du Financial Times et 3 journalistes du Monde Diplomatique, dont votre serviteur. Et nous avons débattu, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça débattre, nous avons juxtaposé des interventions, et au cours d'une des interventions, mon collègue Serge Alimi a développé le concept de journalisme de marché. C'est un concept qui marche très fort en France. Qu'est-ce que sont les journalistes de marché? Eh bien, ce sont les journalistes qui ont tellement intériorisé la logique néolibérale, qui se font spontanément, sans aucune pression, sans aucune censure, les porte-paroles naturels de cette idéologie. Et ils sont très, très, très nombreux en France. Si vous êtes en France, écoutez la radio tous les matins, les éditoriaux économiques et financiers, c'est du délire ultralibéral. Et jamais il n'y a de point de vue dissident. Donc il y a ce qu'on appelle un matraquage idéologique très fort, surtout à la radio et à la télévision, un peu moins dans la presse qui est plus diversifiée, de la part de ce que nous avons appelé donc les journalistes de marché, qui raisonnent, qui ont à la place d'un cerveau, ont le concept de marché. Professor, no Brasil há entrelaçamento muito grande entre a grande imprensa e a grande empresa. Eu vou dar um exemplo. No ano passado, praticamente todos os órgãos de comunicação, considerados grandes, defenderam a privatização da Telebrás. E praticamente todos eles estavam ligados de alguma forma com as empresas que estavam disputando a privatização. Se nós queremos construir uma sociedade democrática, não é necessário que o público saiba dessa relação um pouco promíscua entre a empresa, entre a grande imprensa e a grande empresa? Vous êtes dans une situation qui est très proche de la situation française, parce qu'en France aussi, les grands médias audiovisuels sont entre les mains de grands groupes qui n'ont rien à voir avec la communication. Par exemple, la principale chaîne, TF1, est entre les mains notamment du groupe Bouygues, qui est spécialisé dans le bâtiment, les travaux publics, qui construit partout dans le monde, peut-être au Brésil. Ce n'est pas sur TF1 que vous allez entendre des critiques du bâtiment, les travaux publics, ni non plus des informations sur les inculpations dont font l'objet des dirigeants du groupe Bouygues. Ça, on n'en parle pas. D'autres chaînes sont sous la coupe de Compagnie des Eaux, de la compagnie Vivendi, qui est présente partout dans le monde. C'est-à-dire que la liberté d'expression des journalistes est déjà terriblement circonscrite par les groupes financiers et militaires, auxquels, militaires, je pense au groupe Matra Hachette,
qui possède plusieurs radios, notamment la station Europe 1, qui est une station importante. Donc, quand vous avez comme patron un grand patron du bâtiment, ou bien d'une compagnie distributrice des eaux, ou bien de l'armement, vous savez déjà de quoi vous ne devez pas parler. À cela s'ajoute effectivement que le fait que les journalistes, les journalistes économiques, dans leur quasi-totalité, ce sont de purs et simples porte-parole du FMI, de l'OCDE et de la Banque mondiale ou de l'OMC. Tout à fait spontanément et naturellement. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'espace de l'expression pluraliste se rétrécit formidablement, aussi bien en France qu'ailleurs. Les seuls espaces de liberté, c'est le service public. Et de très loin, la liberté d'expression, dans les radios, dans la télévision, c'est dans le service public qu'elle existe, c'est pas dans les entreprises privées. Quand on dit d'ailleurs privé, c'est un véritable scandale. On nous présente ça, en France en particulier, en disant, voilà, la télévision publique coûte de l'argent. Et en France, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, nous payons une redevance chaque année qui... Alors, ça se passe... Aqui, infelizmente, non. Pas encore. Bon. Mais vous payez quand même. Vous payez d'une autre façon. Vous payez les impôts. Alors, mais en tout cas, en France, en plus des impôts, on paye une redevance. Et alors, on nous dit, mais les télévisions privées sont gratuites. Elles ne vous coûtent rien. Alors, c'est une imposture que de dire ça. Elles nous coûtent très, très cher. Parce qu'elles sont financées par la publicité. La publicité, elle est incorporée dans le prix de vente des produits. Donc, quand vous achetez une bouteille d'eau, vous payez pour la publicité qui passe à la télévision privée et qui vous permet d'avoir une télévision privée. Donc, les grands groupes financiers et industriels, quand ils achètent, pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent tant à la télévision? C'est pas pour des motifs humanistes, c'est parce qu'ils veulent contrôler un moyen majeur d'expression et qui déjà leur permettra de ne pas être critiqués sur ces chaînes-là. Donc, plus il y a de... E que é bom negócio também. Comment? A televisão é bom negócio. C'est en plus une très bonne affaire. C'est une très bonne Nem affaire. tudo é conspiração, às vezes Non, les deux jouent. Les deux jouent, c'est évidemment, comme les télécommunications, ça peut être une très bonne affaire. En France, ça l'était pas toujours au départ, ça l'est devenu maintenant. Et en plus, c'est un moyen de contrôle idéologique majeur. La liberté, elle n'est que dans le service public. La liberté totale d'expression des journalistes. Alors maintenant, je reviens à votre question, puisque vous avez parlé de la genèse d'Attac et de l'AMI. Donc cette critique de la mondialisation financière que nous avons développée au cours des années, nous l'avons en particulier développée lors de la négociation de l'accord multilatéral sur l'investissement qui se négociait au sein de l'Organisation de coopération et de développement économique, entre donc la trentaine d'États les plus riches du monde. Cet accord, comme vous l'avez dit, était un accord absolument monstrueux, un accord scélérat qui donnait tous les droits aux investisseurs, entendus au sens large, y compris aux investisseurs financiers, et toutes les obligations aux États, avec comme arbitre des différends une instance privée, la Chambre de commerce internationale. On n'avait, je dirais, jamais vu ça dans l'histoire. C'était le triomphe absolu de la mondialisation. Alors, grâce à l'action du mouvement de citoyens au Canada, aux États-Unis, en Europe, un peu sans doute grâce à l'action du monde diplomatique, qui non seulement a publié un article important qui dénonçait l'AMI, mais a mis sur son site internet le texte complet, qui était clandestin, le texte complet en français de l'AMI, et l'a donc ainsi rendu disponible auprès de chacun. Certains hommes politiques ont commencé à se mobiliser. Je pense à Jacques Lang, le président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, qui, tout en étant président de la Commission, a dit « Je ne sais pas ce qui se négocie, ni qui le négocie, ni au nom de qui ». Ce qui montre à quel point la représentation nationale est méprisée dans ce type d'accords internationaux. Et par suite de différents mouvements, de pression en tout genre, finalement, le gouvernement français qui, au départ, trouvait que l'AMI était très bon. Monsieur Strauss-Kahn avait dit « l'AMI est un ami ». Et finalement, au fur et à mesure que montait la pression, eh bien, le gouvernement français s'est retiré de la négociation au mois d'octobre dernier, ce qui prouve que la mondialisation peut avoir certains bons effets, parce qu'elle se caractérise par une logique systémique. Quand vous avez le baht thaïlandais qui dévalue, il y a un effet de domino qui arrive maintenant au Brésil. Mais quand vous retirez un élément d'une négociation importante, comme l'a été la France, eh bien, c'est tout l'édifice qui s'effondre. Donc actuellement, le projet d'AMI est enterré,
provisoirement, parce qu'il y a des clones de l'AMI qui sont en train de réapparaître au niveau euro-américain et au niveau mondial. Alors maintenant pour Attac. Attac est un peu un mouvement qui se situe dans ce prolongement-là. C'est-à-dire que lorsque nous avons lancé l'idée d'Attac dans le monde diplomatique, nous ne pensions d'ailleurs pas que ça aurait un tel succès, nous avons été rejoints par d'autres publications, par des syndicats, des associations nombreuses, et c'est, disons, un collectif d'une soixantaine de structures, de personnes morales, comme on dit en français, syndicats, ONG, publications, municipalités. Il y a de plus en plus de municipalités qui adhèrent en tant que telles à Attac, qui ont lancé l'association. Et cette association, vous avez bien voulu rappeler ses objectifs, elle vise à dire, en gros, tout ceci n'est pas fatal. Ce qui a été fait peut être défait par le même moyen. On peut gagner. L'AMI est un exemple de victoire qui est obtenue contre toute attente, d'ailleurs, même de la part de ceux qui luttaient. La défaillance du gouvernement français, due à des raisons intérieures, mais montre qu'il y a des maillons faibles, des maillons vulnérables, qu'on peut faire craquer un système. Donc l'action peut payer, on peut gagner. Il ne faut pas être découragé, il ne faut pas être fataliste, il faut lutter. Et comment lutter? Eh bien, d'abord par l'information. Attac se propose de produire de l'information scientifiquement correcte. Et nous avons pour ça un comité scientifique présidé par un économiste très connu en France, et au-delà, René Passet, avec une vingtaine de grands économistes et un réseau qui en compte des dizaines et des dizaines d'autres, qui produisent de l'information, qui ensuite qui est sur les fonds de pension, sur la taxe Tobin, sur les autres formes de taxation financière, sur les paradis fiscaux, la criminalité financière, l'appropriation du vivant par le capital. Et ensuite, cette information, nous la déclinons du livre au tract. Un tract qu'on distribue dans la rue doit être juste. On ne peut pas dire n'importe quoi sur un tract. Il faut que les chiffres soient justes, que l'argumentation soit juste, de manière à, je vais employer un néologisme, à conscientiser nos concitoyens, à leur expliquer que la finance, ce n'est pas si compliqué que ça à comprendre. Parce qu'on veut nous faire croire que la finance doit être l'affaire des financiers. Non. La finance, ce n'est pas l'affaire des financiers, c'est l'affaire de tout le monde. De même que les questions militaires ne sont pas l'affaire des militaires, elles sont l'affaire de tout le peuple. Et d'ailleurs, les questions éducatives ne sont pas non plus l'affaire des professeurs, je le précise au passage. Donc c'est un mouvement positif, vous voyez, un mouvement civique. Num dos artigos que o senhor publicou no jornal Le Monde Diplomatique, o senhor fala de vários exemplos da imprensa especializada que cita situações psicológicas do mercado. O mercado está muito nervoso, o mercado está à beira de uma crise de nervos, ele precisa tomar calmantes, como se o mercado fosse, esse mercado financeiro fosse uma pessoa com todas as suas complexidades. E aí o senhor diz, veja aonde nós fomos confiar a gestão do planeta depois de umas décadas. A pergunta é a seguinte, é possível combater esse personagem que é mundial, e esse personagem que inclusive tem estados de ânimo, hoje em dia, registrados pela imprensa mundial, com atitudes como o Ataque, que pouco mais vai além do que ter uma página na internet e algumas manifestações extremamente reduzidas do ponto de vista de alcance de massa. Quer dizer, eu imagino que no Brasil, por exemplo, fora este programa Roda Viva, dificilmente o Ataque teria espaço numa televisão para apresentar suas teses durante 1h30. E creio que na França não deve ser diferente. En France, c'est un tout petit peu différent sur le service public. Je suis intervenu plusieurs fois, mais ce n'est pas totalement différent. Je suis bien d'accord avec vous. Alors, entendez-moi bien, nous ne pensons pas qu'Attaque est le remède miracle à tout. Nous sommes un mouvement, petit mouvement français, dans un océan où il y a beaucoup d'autres mouvements. Vous savez, ce qui se passe, c'est que justement la grande presse, les grands médias ne rendent pas compte de cela. Nous constatons avec Internet que nous sommes en liaison avec des dizaines et des centaines de mouvements qui, partout dans le monde, existent, mais ne savent pas, se croient plus ou moins isolés, ne savent pas qu'ils sont très nombreux à exister. Déjà, si on leur permettait d'avoir une visibilité, si la presse financière ou la presse tout court se traitait ces questions comme elle traite les autres, on verrait que la capacité de mobilisation, la capacité de révolte, d'indignation et de mobilisation est très grande partout dans le monde. Simplement, ce sont des îlots qui ne savent pas qu'ils vivent dans un immense archipel d'îlots. Alors, nous sommes un de ces îlots, guère plus.
Mais nous constatons que ce que nous avons fait en France provoque des émules, entraîne des émules dans d'autres pays. Il y a des attaques qui se constituent en Belgique, en Italie, en Allemagne, au Québec, en Espagne. E o próprio caso do AMI, né? O próprio caso do AMI. C'est le cas de l'AMI. L'AMI, on a vu comment ce qui a été dénoncé par certains néolibéraux comme une guérilla sur Internet. C'est vrai qu'Internet a été un facteur majeur de destruction de l'AMI parce qu'il a permis une circulation en temps réel de toutes les informations, une mise à niveau de chacun des intervenants de tout ce qui se passait. Alors, Attac se situe un petit peu dans cette logique. Alors, ce n'est pas une association, une ONG qui va changer la nature du monde, la face du monde. Mais notre intention, c'est, par l'information, par la mobilisation, d'influencer les élus, ceux qui doivent décider, les parlementaires et les gouvernants. Nous constatons que c'est possible et nous verrons bien. On parle de la taxe Tobin. Moi, je suis convaincu qu'une taxe de ce type se mettra en place. Parce qu'en plus, elle ne gêne personne. Ce n'est pas une mesure révolutionnaire. Si j'étais moi-même un grand financier international, dire Soros lui-même, sans se prononcer explicitement pour la taxe Tobin, dit « Attention, le capitalisme va droit dans le mur, il va au suicide s'il ne se régule pas. Il ne propose pas la taxe Tobin, mais je suis sûr qu'il ne serait pas hostile à la taxe Tobin. C'est une mesure, en fait, je dirais, de conservation du capitalisme. Donc, loin d'être une mesure révolutionnaire. D'ailleurs, Tobin lui-même m'a dit, je lui ai téléphoné, il m'a dit, vous savez, moi je ne suis pas un révolutionnaire. Moi, ce que je veux, c'est stabiliser le système financier international. Donc, je pense que nous pouvons obtenir des résultats. Et déjà, si nous empêchions le système international de continuer à exercer ses ravages, si nous l'empêchions d'aller plus loin, ça serait déjà pas mal. Une situation qui n'empire pas, c'est déjà quelque chose. Et après, il faut revenir en arrière et reconquérir, comme vous le disiez, les espaces que nous avons perdus, puisque, c'est vrai, vous disiez que la presse dit les marchés sont nerveux, s'affolent. Mais qui sont ces marchés? Qui est-ce qui a élu les marchés ici? Il n'y a pas d'électeurs des marchés. Moi, je vote pour un député, je vote pour un président. Je n'ai pas voté pour les marchés. Or, on nous dit en permanence, ce sont les marchés qui gouvernent. Je pense que l'exigence démocratique minimale consiste à mettre à raison les marchés, en faire des outils, des moyens d'un projet politique, social, économique, et non pas en faire les maîtres qui appliquent leur logique à toute la réalité économique, sociale et culturelle. Alors c'est un grand projet tout ça, mais il faudra bien y venir un jour. Por gentileza, eu queria só a informação de como funcionaria, quer dizer, como as pessoas que de fato têm a necessidade de ter acesso a recursos, elas teriam garantido, por exemplo, no caso de uma taxação dos capitais especulativos, como de fato uma pessoa que necessite, quer dizer, como os miseráveis, as pessoas que estão pobres, que estão precisando de recursos, como a sociedade civil pode garantir que esses recursos sejam de fato usados para elas e não usados, por exemplo, para, numa eventualidade, salvar, por exemplo, o Dr. Soros. Numa dificuldade, salvar um banco que está em vias de quebrar. Então, que instrumentos a sociedade civil deve criar para garantir que esses recursos sejam utilizados de fato para quem necessita? E não para especuladores, por exemplo, para salvar especuladores. Bon, sur cette question qui est très importante, il n'y a pas une réflexion collective encore qui est élaborée. Tout le monde sait très bien ce qu'il ne faut pas faire. On sait très bien qu'il ne faut pas faire ce que fait le FMI, ni non plus ce que fait la Banque mondiale. Donc, c'est certainement pas ces organismes-là qui devraient être chargés de la gestion des fonds qui seraient dégagés par cette taxation ou d'autres formes de taxation. Il y a beaucoup d'autres façons de récupérer de l'argent. Il faudrait de toute évidence que ce soit un organisme international. Il faudrait de toute évidence que dans cet organisme soient représentés non seulement les États, mais quand on sait à quel point les États sont des porte-paroles des Soros et compagnie, il faudrait donc que soient représentées les forces vives, les ONG, les syndicats. Enfin, il faudrait imaginer, c'est faisable tout ça, une structure qui permette de gérer démocratiquement et dans la plus complète transparence les fonds qui seraient ainsi dégagés. Mais malheureusement, nous n'en sommes pas encore là. Nous en sommes déjà à essayer de convaincre les gouvernants de mettre en place ce système de transactions financières. Je suis convaincu qu'une réflexion collective peut parfaitement aboutir on peut trouver des solutions techniques et démocratiques, beaucoup plus démocratiques en tout cas que celles qui existent pour les organismes internationaux multilatéraux comme le sont le FMI ou la Banque mondiale. Bernard. Je crois que c'est affaire de bon sens. Bernard, tem ponto ainda, de qualquer maneira, o senhor é cidadão francês e está ocorrendo na França uma experiência muito interessante, completamente a contracorrente de tudo que tem ocorrido
nos países avançados, inclusive nos países sociais-democratas, de governos sociais-democratas, que é a redução do tempo de trabalho para a semana de 35 horas. Quando isso foi anunciado pelo governo socialista, todo mundo, inclusive, sobretudo o patronato francês, disse que ia acontecer uma catástrofe, fuga de capital e a economia francesa ia desabar. E, entretanto, os acordos estão sendo feitos e isso está caminhando e há uma perspectiva de muito maior criação de emprego do que com subsídio para a criação de emprego, como era utilizado ultimamente. Quer dizer, o senhor não acha também que no espaço nacional, com vontade política e coragem política, um governo verdadeiramente social-democrata pode dar avanços e inverter a marcha territorialmente? Bien sûr que je le crois. Bien sûr que je le crois. Le gouvernement de Lionel Jospin a effectivement fait voter une première loi sur les 35 heures, qui sera suivie d'une seconde bientôt, qui va donc réduire la durée hebdomadaire du travail à 35 heures. Bon, je suis un peu moins optimiste que vous sur les créations d'emplois que cela va entraîner. En réalité, on pense que ça servira peut-être à maintenir le niveau des emplois, ce qui serait, disons, déjà quelque chose. Mais c'est une mesure qui, au départ, a effarouché profondément le patronat français, mais à laquelle maintenant le patronat s'est rallié parce qu'il est en train de la récupérer d'une autre manière en augmentant le nombre d'heures supplémentaires. Je dirais que le gouvernement n'est pas allé totalement au bout de sa logique pour l'instant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut produire beaucoup plus avec beaucoup moins de gens. Vous avez des théoriciens américains qui ont inventé un concept il y a 5 ou 6 ans qui s'appelle le re-engineering, qu'on traduit en français par la reconfiguration. Il montre quoi? Il montre qu'aux États-Unis, on peut produire autant de biens et de services en diminuant de 1/4 le nombre d'actifs. Vous enlevez 25 millions, puisqu'il y a à peu près 100 millions de population active, vous enlevez 25 millions de travailleurs, vous les mettez au chômage. En termes de production, il ne se passe rien du tout. On produit autant. Bon. Donc, vous voyez, il y a une marge de manœuvre encore. On peut créer 25 millions de chômeurs aux États-Unis de plus. Je précise au passage, pour les États-Unis, dont on nous vante constamment les miracles en matière de chômage, qu'il faudrait peut-être songer à ajouter au chiffre du chômage américain les 1 800 000 personnes qui sont en prison, qu'on oublie de citer, et qui sont justement des jeunes et des actifs. En parole aussi, também, em liberdade et en liberté conditionnelle. Pour donner un exemple... Et os guardas das prisões. Et les gardiens, donc c'est une industrie. En Europe, le nombre de prisonniers par 1000 habitants est 10 fois inférieur à celui des États-Unis. 10 fois inférieur. Et je dirais que le taux d'incarcération américain, il ne le cède qu'à la Russie. C'est un taux du type soviétique en nombre total. Quand vous additionnez le taux d'incarcération, le taux de la violence, la délinquance, ça vous donne une idée de la société américaine qui est exactement ce dont nous ne voulons à aucun prix en Europe. C'est l'anti-modèle pour nous, ça. Un modèle basé sur la précarité, la violence, la délinquance. Mais les 35 heures sont une bonne mesure, puisque de toute façon, on peut faire la même chose en travaillant moins. Il s'agit de répartir autrement la richesse. Parce que tout le problème, je le disais tout à l'heure, c'est le néolibéralisme produit toujours plus de richesse, il faut le dire, mais en même temps, il augmente le nombre de pauvres et de chômeurs. Les courbes sont parallèles. La croissance est comme ça, le nombre de chômeurs est comme ça, et le nombre de pauvres est comme ça, et le nombre de précaires est comme ça. C'est ça qu'il faut réduire, par un redressement d'une politique permanente qui a consisté à privilégier les revenus de la finance au détriment des revenus du travail. Eh bien, il faut déplacer le curseur dans l'autre sens. Ça suppose une nouvelle répartition des richesses en interne, notamment par la fiscalité. Mais nous avons quand même un problème fiscal, c'est que nous allons vers des harmonisations européennes dans tous les domaines. Monétaire, c'est déjà fait. Budgétaire, c'est déjà fait. Fiscal, c'est en train de se faire. Il faut donc éviter que les entreprises françaises soient pénalisées par d'autres entreprises européennes qui pratiqueraient du dumping social. Ça, c'est la position de monsieur Blair, qui se présente comme comment il se présente, comme un nouveau travailliste, je crois, hein, qui a autant à voir avec la gauche qu'en avait Madame Thatcher. C'est du néo-thatcherisme, en fait, que fait monsieur Tony Blair. Cassan. Donc il y a un combat à mener en Europe, là. O presidente Fernando Henrique Cardoso, no início do seu primeiro mandato, enviou uma carta ao presidente Bill Clinton propondo algum tipo de controle sobre o fluxo de capitais. E essa iniciativa do presidente, há um clima
me parece, para ele relançar essa iniciativa. Eu queria saber de você se você conhece outras iniciativas desse tipo de presidentes no mundo e que chance tem esse tipo de iniciativa político-diplomática. Alors, je me félicite que le président Cardoso soit favorable. Nous pourrions peut-être lui demander de présider une prochaine réunion d'attaque à Brasilia, où nous encouragerions cette volonté présidentielle. Aqui o Brasil precisa de dinheiro, precisa de dinheiro forte, que não é um problema só do Brasil. Por isso a questão é um pouco mais complexa do que puramente política. Je pense que le Brésil ne peut pas raisonner uniquement en termes de besoin de monnaie forte ou de monnaie faible, etc. Je pense que le Brésil peut aussi raisonner en termes politiques. Le Brésil est une puissance régionale, est une puissance mondiale également. Il faut peut-être faire plus de politique que de finance. La finance viendra avec le politique, mais pas l'inverse. Si vous commencez par la finance, il n'y a plus de politique, il n'y a que de la subordination. Qui n'est pas la même chose. Alors, pour répondre à votre question plus précisément, je veux dire, il y a une initiative au Parlement canadien. Il y a un projet de loi qui a été déposé récemment, dont je ne connais, comme je suis parti de mes sources d'information depuis une semaine, je ne sais pas où c'en est, mais j'avais les informations sur un projet de loi visant à instaurer une taxe Tobin au Canada. En France, il y a eu plusieurs propositions de loi émanant donc de députés de la majorité de gauche pour l'instaurer en France. Monsieur Strauss-Kahn s'y est opposé vigoureusement. J'ai entendu le parti du président de la République française, le RPR, donc le parti de M. Chirac, le président du RPR, M. Séguin, s'est prononcé publiquement pour la taxe Tobin. Donc pourquoi? Parce que c'est une taxe, je vous dis, qui n'a rien de révolutionnaire. C'est une taxe qui vise à stabiliser le système. Les capitalistes, les financiers intelligents devraient être les premiers à l'exiger, la taxe Tobin. Le problème, c'est que les financiers ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils voient la minute qui suit, ils ne voient pas le lendemain. Donc je pense qu'il y a des chances sérieuses que ça voit le jour. Je ne sais pas si ce sera grâce au président Cardoso ou grâce à l'autre, mais ça verra sans doute le jour en raison des nécessités internes du système. Monsieur, eu queria lhe fazer uma pergunta sobre o jornalismo. O senhor se referiu, em mais de um momento da nossa conversa, à existência de jornalismo de mercado e jornalistas de mercado que seriam porta-vozes da ideologia que o senhor considera neoliberal. E o senhor contrapôs a isso um tipo de jornalismo, e eu cito, o senhor disse, que transmite informação científica. Eu não quero fazer nenhuma injustiça, mas isso me lembrou automaticamente nos tempos da União Soviética e dos jornais dos partidos comunistas que definiam o mundo como jornalistas lacaios da burguesia e do imperialismo, de um lado, e os jornalistas e o jornalismo portador da verdade histórica. Não é um pouco isso? Ou seja, isso não carrega um pouco uma arrogância que se opõe àquilo que seria a arrogância dos porta-vozes daquilo que se considera néolibéralisme? J'ai dû me faire très mal comprendre si vous avez compris cela, parce que j'ai absolument pas dit cela. Je vous ai dit simplement que dans les documents de l'association ATTAC, je ne parlais pas du journalisme, je parlais de l'association ATTAC, j'ai dit que la rigueur scientifique de nos documents doit être complète. Nous n'avons pas le droit de dire n'importe quoi. Nous n'avons pas le droit de truquer les chiffres au bénéfice de notre cause. Donc c'était plutôt une exigence intellectuelle que nous nous imposions à nous-mêmes. Et ça ne consistait pas quand je dis scientifique, ça veut dire la rigueur scientifique, la rigueur de la démarche, l'honnêteté scientifique, qui doit être présente dans tout ce que nous faisons en tant que militants d'ATTAC. Je ne vous ai pas du tout opposé un journalisme de marché à un journalisme qui serait scientifique. Ça serait absurde. Je pense qu'un journalisme, il doit être honnête. Ce qui ne veut pas dire neutre. Moi, je ne suis pas neutre. Vous non plus, vous n'êtes pas neutre. Mais vous êtes honnête, comme moi aussi, j'essaie de l'être. Donc c'est ça. Mas eu me surpreendo, desculpe interromper, mas eu me surpreendo quando leio seus artigos no Monde Diplomatique, quando o senhor fala a imprensa anglo-saxã, a pressa anglo-saxã, como se fosse uma coisa só, como se fosse um monolito. Não. Quando temos o Financial Times, temos o Guardian na Inglaterra, e assim por diante. Mais vous constaterez, si vous lisez mes articles, que moi je cite constamment le Financial Times, que je considère comme un des meilleurs journaux du monde.
Et d'ailleurs, s'il a accepté un débat avec le monde diplomatique, c'est qu'il avait de la considération pour nous, comme nous en avons pour lui. Pour moi, le Financial Times est un modèle de journalisme. Ce n'est pas une critique. De même que les journaux comme Wall Street Journal ou The Economist, ce sont des journaux profondément idéologiques, mais dont la qualité de l'information est très grande. Je les utilise en permanence comme source d'information, même de préférence à des sources françaises. Donc j'ai un respect absolu pour eux. Ne me faites pas Eles dire. são honestos, se o senhor usa como fonte de informação. Dans le cadre de leur idéologie, ils sont honnêtes. Ils affichent la couleur. Ils disent nous sommes pour le marché, nous sommes pour la liberté de circulation des capitaux. Ils disent très franchement les choses. Donc bien sûr qu'ils sont honnêtes. Je n'ai jamais dit qu'ils n'étaient pas honnêtes. Je le crois. O problema acho que está no outro patamar. É o problema da informação em si. Ele já falou agora mesmo do problema do AMI. O professor lembrou que aqui no Brasil saiu um artigo sobre o assunto. Quem é que soube no Brasil dessa movimentação cívica enorme que houve na França em torno de um tratado que ameaçava o Brasil? Que o governo brasileiro estava, inclusive, naqueles momentos, achando que poderia assinar. Quem é que soube disso aí? Ninguém soube. Esse é o problema. Não é, digamos, o jornalismo de mercado, é a informação. E por isso eu acho que a TAC dá uma contribuição enorme. Eu queria só lembrar uma coisinha que é impressionante. O vice-ministro das Finanças dos Estados Unidos, Lawrence Summers, esse cidadão, há 9 anos atrás, publicou um artigo impressionante num jornal, não sei qual, americano, que ele dizia: exportemos a poluição, porque a poluição é mais barata de resolver nos países do terceiro mundo do que na Europa. Na Europa fica muito cara a poluição, porque as pessoas vivem muito tempo, precisa tratar muito tempo nos hospitais, ou seja, uma série de problemas. É melhor jogar nos países subdesenvolvidos, onde tudo isso se resolve com a morte natural das pessoas. Esse cidadão atualmente é vice-ministro das Finanças dos Estados Unidos e está dando conselho para o Brasil. Quem é que levantou esse problema aqui quando vieram indústrias poluidoras em vários países? Ninguém levanta. Esse é o problema da informação. É esse, talvez, o objetivo muito do ataque, é jogar uma informação que não circula por aí afora. Por quê? Exatamente porque tem interesses grandes de empresa e interesses políticos que a gente não E o leitor e a sociedade organizada brasileira não exige. Como? E o leitor brasileiro e a sociedade organizada brasileira, que não é organizada, não exige. Se ela fosse mais organizada, não sei se o jornal não estaria dando essa informação. Doutor Castan, nós vivemos um imposto de transação financeira aqui que arrecadou muito, mas não segurou o fluxo. Os senhores têm estudos de que esse imposto certamente arrecadaria muito, mas acho que a ideia não é arrecadar, a ideia é enfrentar o tigre também. Será que essa tributação pequena segura esse volume financeiro? Porque aqui no Brasil não segurou. O imposto que o senhor propõe, que é uma porcentagem pequena, que se for grande não se viabiliza. Não nos parece que isso segura mais rien n'empêche que le pourcentage varie selon les circonstances. De la même façon que la Banque centrale fait bondir ses taux d'intérêt quand elle croit qu'il y a une menace d'inflation, on pourrait parfaitement, quand il y a une menace de spéculation, faire une taxe Tobin non pas à 0,1%, mais à 10%, enfin j'en sais rien. On peut... Poderia chegar à 10%. Je dis ça comme ça, mais je ne vois pas pourquoi on se priverait des moyens d'intervention, puisqu'on ne s'en prive pas pour les taux d'intérêt. Pourquoi s'en priver pour les taux de taxation? Je crois que ça peut être utilisé aussi comme une arme anti-spéculative. Alors, pour répondre à la question générale sur le journalisme, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, même en France, au départ, il y avait peu d'articles sur l'AMI. C'est à partir du moment où il y a eu une polémique politique qui a commencé à en avoir. Mais plus vous avez de mainmise du secteur privé sur l'information, et moins vous avez d'informations, c'est évident. Ou alors, c'est l'information qui est dirigée vers les dirigeants des entreprises, comme c'est le cas de Business Week, de Wall Street Journal, de Financial Times, ou bien de la Gazzetta Mercantile. Un article comme celui que je vous ai cité, c'est de l'explosif, ça. Il faudrait le publier en tract partout, le diffuser. Faire comprendre aux Brésiliens que les banques américaines ont fait des fortunes gigantesques en spéculant contre le réal. Si j'étais moi-même un député brésilien, je demanderais immédiatement une loi d'urgence
pour taxer les bénéfices scandaleux, monstrueux réalisés par les spéculateurs brésiliens, américains. A Gazeta Mercantil não é um jornal de esquerda, não é um jornal de esquerda. C'est un journal honnête. Pois é, esse é o meu ponto, é isso que eu queria chegar. Oui, mais je suis d'accord avec vous. É um jornal pró-capitalista, pró-mercado e tal. Bien sûr. Mas não só nega informação, e me pareceu que Non, houve mais um parce mal qu'il entendido tire à 10 aqui, 000 que exemplaires. anjos e demônios. Il est lu par 10 000 personnes qui comptent, les gens qui décident, mais ça, ça mériterait d'être pris par tous les grands journaux, et vous-même, dans les journaux dans lesquels vous êtes, vous devriez mettre ça à la une. C'est une information qui est 100 000 fois plus sensationnelle que les inondations. Ça mérite Dia vraiment. 28 agora de fevereiro, o Jornal Estado de São Paulo publicou um suplemento especial de 12 páginas, que por sua vez era um material, uma ampla Excellent. reportagem do New York Times. Je l'ai lu, mais je l'avais lu dans le New York Times. Chamava-se C'est Contágio remarquable. Global. Vous avez bien fait de le publier. Oui. Je l'ai gardé, je l'ai même, je crois, sur moi ici. Sim, mas mostrando a complexidade da situação, que não é só uma conspiração capitalista querendo atacar, fazer ataques especulativos a países, porque só países que gastam mais do que arrecadam, ou países que estão mal estruturados institucionalmente, é que são os alvos desses ataques. Personne ici ne parle de conspiration. Je ne pense pas qu'il y ait quelque part un chef d'orchestre clandestin qui tire les ficelles. Il y a la logique générale d'un système qui aboutit à cela. Et les articles du New York Times que j'avais lus au fur et à mesure qu'ils ont été publiés, et dont je vous félicite de les avoir rassemblés en un supplément en portugais, sont remarquables. Mais je pense qu'un journal doit aussi faire de la pédagogie. Et publier ce genre de chiffres, ça vaut beaucoup plus que tout le supplément que vous avez publié. Vous voyez, là, on comprend tout de suite qui gagne et qui perd. Et après, on peut agir. Et je regrette, pour moi, c'est vraiment... D'ailleurs, je vais le publier dans Le Monde diplomatique, ça, je vais citer des extraits, parce que ça fait comprendre des choses. De la même façon que quand je vous expliquais que la Citibank gagne plus qu'avec 350 traders, que PSA avec 140 000 salariés, ça fait rentrer dans la tête des choses, des mécanismes. Ça concrétise ce que nous essayons de théoriser. Et les gens ont besoin de choses concrètes. Là, c'est du concret, ça. Antônio. Toda a imprensa considerou, a grande imprensa considerou o governador Itamar Franco como um louco quando ele decretou a moratória. No entanto, pouco se sabe sobre os números do orçamento. E são dados do governo federal que o pagamento da dívida pública vai custar esse ano para o Brasil 80 bilhões de dólares. E são dados também do orçamento que isso equivale a 3 vezes o que se vai gastar com o ensino universitário, a 60 vezes o que se vai gastar nos institutos de pesquisa e a 80 vezes o que se vai gastar com o controle das endemias, que estão matando milhares de brasileiros. Conhecendo esses dados, que são pouco conhecidos dos leitores dos jornais, o senhor acha que o governador Itamar Franco é um louco? E será que todas as vezes que os países deixam de pagar suas dívidas, mais na frente não terão que pagar juros mais altos, porque o juro é simplesmente o preço do risco do país? Pardon, je n'ai pas entendu votre question. E será que todas as vezes que os países deixam de pagar suas dívidas, eles não terão mais na frente que pagar juros mais altos ainda, porque o juro é simplesmente o preço do risco do país? Bien. Alors, je ne connais pas M. Itamar Franco, donc je n'ai pas d'avis personnel sur lui. Bon, il a été président du Brésil, donc j'ai plutôt tendance à considérer qu'il n'est pas... Par accident. Par accident, mais enfin, il a été président. Il n'a pas été destitué, contrairement à celui qui l'a remplacé. Donc, j'ai plutôt du respect pour un président. Ensuite, décréter un moratoire, pour moi, ça me paraît une mesure du simple bon sens. Quand on ne peut pas payer, quand on sait que c'est impayable, et quand on connaît les conditions de constitution d'une dette, moi, ça ne me choque. Le moratoire sur la dette ne me choque absolument, en général, pas plus qu'un contrôle, le rétablissement d'un contrôle d'échange. Je dirais ce qu'a fait la Malaisie, et qui est d'ailleurs rétablir le contrôle d'échange, et qui est d'ailleurs approuvé par tous les pays d'Asie, en particulier par le gouvernement japonais et le patronat japonais, me paraît une mesure de salubrité publique dans beaucoup de cas. Et je pense que si cette mesure avait été mise en œuvre au Brésil au moment du prêt du FMI, peut-être que le Brésil n'en serait pas là. Mais évidemment, il fallait sacrifier à l'idéologie, au dogme libéral de la liberté de circulation des capitaux. D'ailleurs, ils ont circulé, mais dans un seul sens, hein, à cette époque-là. Bon. Alors, décréter un moratoire, il y a dette et dette. Il y a les dettes publiques et les dettes privées. Mais sur le principe, ça ne me paraît pas du tout scandaleux, surtout quand on voit le coût énorme que vous allez payer, mais pas que vous, d'autres pays. On va sacrifier des générations pour payer des intérêts
à des groupes financiers ou à des banques qui n'ont absolument pas besoin de ça. Mais moi, je trouve ça absolument monstrueux humainement. Et c'est pour ça que je voudrais qu'au lieu de parler constamment de finances, on parle aussi de l'homme et de la femme, bien entendu, et qu'on pense à un système qui soit simplement rationnel, où l'économie et la finance seraient mises au service des besoins sociaux minimaux de la santé, de l'éducation, etc., et non pas ériger en dogme le remboursement de la dette. Parce que c'est bien cela qu'il s'agit. Tous les plans d'ajustement structurel n'ont qu'un objectif, c'est le remboursement des dettes ou des intérêts des dettes. Il faut d'ailleurs parfois emprunter pour payer les intérêts. Je ne parle même pas du principal. Donc le principe d'une annulation générale des dettes publiques me paraît, moi, un très bon principe. Ça se discute, ça se négocie, ça se réévalue, parce qu'il faut aller dans un autre monde. Nous allons vers un monde de barbarie absolue, de régression. Vous êtes en train de régresser. Nous sommes en train de régresser en France également. Sur le plan à quoi mesure-t-on une civilisation quand les historiens écriront notre histoire dans 1 ou 2 siècles? Comment est-ce qu'ils verront ça? Comment nous sommes revenus en arrière sur le plan de l'éducation, de la santé, de la sécurité, etc., etc., etc. Pourquoi? Pour satisfaire à la finance, c'est ça en dernière instance, la finance qui dicte sa loi au réel, à la réalité humaine. Donc, si le projet de M. Itamar Franco peut aboutir à poser les bonnes questions, parce que je crois qu'avant de résoudre les problèmes, il faut poser les bonnes questions. Et je pense que c'est une très bonne question qu'il pose. Et le problème du remboursement de la dette est une très mauvaise question, à mon avis. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Posons-nous, élargissons la question, et je souhaiterais que les gouvernements, le vôtre, et les nôtres aussi, se posent des questions comme ça, et non pas uniquement à travers le prisme étroit des intérêts, des financiers, des Soros et compagnie. Professor, nosso tempo está terminando, mas eu acho que há espaço aí para uma última resposta e eu vou usar a prerrogativa do apresentador de fazer essa última pergunta. A impressão que eu tenho do senhor é que o senhor é um otimista como Dom Quixote era otimista. A sensação que eu tenho é que por trás desse discurso que certamente se apoia em aspectos importantes da realidade, existe uma visão que contraria a lógica do sistema capitalista. Né? Lógica desse sistema que ganhou a guerra. Né? Talvez essa guerra tenha sido a um custo muito elevado, mas o fato objetivo é que hoje que todas as forças políticas que pensavam de maneira diferente foram postas para fora do cenário político mundial. Então a pergunta que eu faço é o seguinte: o senhor acha que daqui a 10 anos, ou daqui a 15 anos, ou enfim, que no próximo século nós estaremos vivendo um mundo em que a lógica capitalista não vai ser a única existente? Vous savez, il est impossible de faire des prévisions. S'il y a 10 ans, dans votre émission, on avait demandé à quelqu'un de faire une prévision sur les 10 années qui allaient venir, il se serait lamentablement trompé. Donc, je crois que sans risque de grande erreur, en s'appuyant sur les données existantes, sur ce que disent les différents analystes, on peut prévoir quand même que ce système qui a causé plus de morts que le communisme, entre parenthèses, rappelons-le, en Russie aujourd'hui, l'espérance de vie masculine a baissé de 7 ans. Est-ce que vous vous rendez compte? 7 ans, en 10 ans, elle a baissé de 7 ans. La population diminue chaque année de 600 000 habitants. Donc, le capitalisme a réussi en Russie ce que le communisme n'avait pas réussi à faire. Vous voyez, il ne faut plus parler de capitalisme russe aujourd'hui. C'est terminé, ça. Ni de réforme. Ils ont compris que c'était le libéralisme sauvage. Ce qui ne veut pas du tout dire qu'il faut revenir au communisme. Donc, nous nous acheminons vers des formes de barbarie, je dirais, parce que dont il ne sortira pas nécessairement quelque chose de bon. Parce que quand vous voyez ce qui se passe en Indonésie, vous avez des dizaines de millions de gens qui sont en situation de pré-émeute. En Russie, on est dans une situation de quasi-émeute un peu partout. Dans un pays où il y a quand même encore 20 000 ogives nucléaires, ne l'oublions pas. Donc, voilà un risque énorme d'explosion, de retour de la barbarie incontrôlée dans beaucoup d'endroits du monde. Ça, c'est le risque majeur. C'est un risque qui est partagé par Soros. Lisez son bouquin, pour une fois qu'il fait des choses extrêmement utiles, il faut le lire. Alors, il y a maintenant d'autres possibilités. C'est est-ce que les dirigeants auront le courage politique, la vision politique, d'essayer d'orienter notre monde vers un autre avenir que celui de la barbarie, qui nous menace, je le crois.
Alors, il y a non, leur capacité intellectuelle n'est pas en cause. Le président Cardozo est un grand intellectuel, fort connu en France d'ailleurs. Mais des gens comme lui pourraient peut-être utiliser leur vision, leur capacité sociologique pour promouvoir un autre projet de civilisation, pour montrer qu'un autre monde que celui vers lequel nous dirigeons tout droit, la barbarie, est possible. Je le crois, je suis un optimiste, en tout cas je lutterai pour cela à mon modeste niveau, en tant que journaliste, en tant qu'universitaire, en tant que membre d'Attac, et j'espère qu'au Brésil, eh bien, j'espère pas, je suis sûr, d'après ce que j'ai déjà vu dans 3 grandes villes du Brésil, que cette capacité d'indignation, de refus de la résignation existe chez un nombre de plus en plus grand de gens, et qu'il faut qu'ils s'organisent, qu'ils se fassent entendre, qu'ils fassent entendre leur voix, et même si le système médiatique est verrouillé au Brésil, pas complètement, mais presque verrouillé, il y a toujours des moyens de se faire entendre malgré le verrouillage. Et c'est ce que je souhaite pour le Brésil, et c'est ce que je souhaite aussi pour nous, parce que nous sommes liés, nous sommes tous dans le même bateau. Professor, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado aos nossos entrevistadores aqui. E o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, sempre às 10h30 da noite. Uma boa noite, uma boa semana e até lá.